À un moment donné, vous avez été très critiqué parce que vous aviez pris position à propos, au moment du Covid, sur les vaccins, et vous aviez dit que vous étiez pour les vaccins. Et on vous en a beaucoup voulu, on vous l'a beaucoup reproché, et jusqu'ici encore, de temps en temps, qu'on fait des émissions, oui, des gens qui vous disent « Ah, Michel Onfray, pourquoi vous avez dit ça, etc. » Comme si on n'avait pas le droit, même. Bah, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce qu'après tout, c'était votre opinion à l'époque. Est-ce que c'est encore votre opinion sur cet épisode? J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. D'abord, merci de me poser la question, parce que ça va me permettre d'expliquer ce que je n'ai jamais eu l'occasion d'expliquer. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est royal. Vous savez, il y a quelques petits terroristes qui font ça avec les TGV. Ils ont trouvé qu'il y avait un endroit en plein milieu de la campagne. Ça fait 1 mètre sur 2 mètres, et puis il y a un trou là, et vous avez 3 ou 4 fils électriques, et vous mettez le feu dans ces 3 fils électriques, et vous paralysez 1/3 de la circulation française. Alors, la vraie guerre aujourd'hui, c'est la cyberguerre. Quand le pape est élu, il a tous les pouvoirs, et la curie, normalement, obéit. Et le pape Benoît XV était un pape anti-moderniste. Et ce pape antimoderniste, comme par hasard, tient un discours à Ratisbonne qui nous dit, je le fais vite, mais il y a beaucoup plus de subtilité vaticanesque, mais en gros, il y a un problème avec l'islam qui est brutal et violent. Dans cette période où les mots ont changé de sens et les sens de mots, dans cette période où ce qui est le plus évident, c'est la perte des repères, dans cette période où beaucoup de gens ne savent plus où ils habitent parce qu'on leur montre les faux panneaux et les sens interdits, soi-disant interdits par certains pour faire en profiter d'autres, il ne serait pas mauvais, il est même nécessaire de faire entendre quelques paroles intellectuelles de bon sens. Alors vous allez me dire, intellectuel de bon sens, n'est-ce pas une contradiction dans les termes? Eh bien, pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui font profession de pensée, et qui font profession de pensée en essayant de garder le cap, ce qu'on appelle le cap de la cohérence. Et nous sommes avec l'un d'entre eux, Michel Onfray, bonjour. Bonjour André. Alors, Michel Onfray, on ne va pas vous présenter, on vous voit, on vous lit. Et je rappelle quand même, et ça c'est très intéressant, c'est que vous avez écrit aujourd'hui, et je rappelle que vous avez 64 ans, c'est ça? 66 ans, voilà, 66 ans, et que vous avez écrit plus de 150 livres. On va parler d'ailleurs de celui qui est en gestation, Proudhon, sur l'anarchisme, mais on va en reparler. Plus de 150 livres, et là, on est en 2025, on est en mars 2025, vous avez écrit plus de 3 livres. Enfin, vous publiez plus de 3 livres au début d'année, pratiquement. Oui. Et c'est quoi, alors je vais quand même demander, c'est quoi cette boulimie? C'est une boulimie, quelque part. Je pense que le problème est moins chez moi que chez d'autres qui parfois font un livre tous les 5 ans. Au 19e siècle, je ne vais pas me comparer à des très grands, mais on peut écrire une quantité de livres. Je peux parler de Balzac, je peux parler de Zola. Balzac, il meurt de bonne heure, quinquagénaire. Après avoir publié un nombre considérable de livres. La Comédie humaine, c'est une 15aine de volumes en Pléiade avec d'autres volumes qui ne feraient pas partie de la Comédie humaine, ou François Coppée, dont on ne parle plus aujourd'hui, mais dont les œuvres complètes sont abondantes. Je crois que c'est simplement aujourd'hui qu'on a perdu le sens du souffle de l'écriture épique ou de l'engagement épique. Et on fait des petits livres, on met 5 ans pour faire un petit livre, et puis on remet 5 ans pour en faire un autre. Et quand on a travaillé comme ça pendant plusieurs années, on a une œuvre complète de 12 livres. Pourquoi pas, j'ai rien contre ça. Mais je ne pense pas que ce soit problématique quand on a fait le choix de la vie que je mène. C'est-à-dire pas de mondanité, pas de vie à Paris, pas de temps perdu dans des sorties, dans des activités inutiles, et que j'ai consacré ma vie, et je consacre ma vie au travail en permanence, et que j'écris en permanence, que j'ai la chance d'écrire facilement, de ne pas beaucoup raturer, de presque écrire ce qui se trouve publié.
de pouvoir faire un livre en une semaine. J'ai fait un Lucrèce, par exemple, en 5 jours. Je le sais, je suis parti avec le volume de Lucrèce, il n'y avait rien, et je suis parti une semaine, et je suis rentré avec le livre qui était fait. Donc je suis construit comme ça. Ça veut dire que si on travaille tout le temps et qu'on travaille comme ça, ben on peut effectivement aligner 150 livres. Après, vous avez des gens qui sont des coureurs de fond, vous avez des gens qui sont des coureurs de vitesse, vous avez des gens qui lancent le poids. Donc moi, je suis construit comme ça, et je pense pas que ce soit un problème. C'est que chacun a ce que Nietzsche appelait son idiosyncrasie. Oui, c'est vrai. Et puis chacun a sa spécificité. Et vous, ça a été, mais ça n'empêche pas de parler de tout, vous parlez de politique, vous parlez de religion, vous parlez de tout cela, mais justement, ça nous permet de dire, parce que vous avez fait des études de philosophie, vous avez été professeur de philosophie pendant 19 ans, il faut le dire. Vous avez fait énormément de choses et vous avez rompu avec énormément aussi d'institutions. Pour garder votre cohérence, Michel Onfray, mais je voudrais commencer et peut-être philosopher sur quelque chose qui vient de se passer. C'est ces jours-ci, cette semaine, on est dimanche, on a vu ça c'est la semaine dernière, c'est cette formidable panne d'électricité qui s'est passée en Espagne et au Portugal. Et pourquoi je vous en parle? Parce que des pannes d'électricité, il y en a eu, mais celle-là a été massive. Et qu'on a vu des files de gens sur plusieurs kilomètres se masser devant les ATM, devant les distributeurs automatiques, pour sortir du cash. Or, comme vous le savez très bien, depuis des années, on nous dit, mais le cash, c'est fini, ce sera l'euro numérique, ce sera les cartes, ce sera les puces. Et puis tout d'un coup, on voit quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être un incident qui n'aura aucune incidence, mais enfin, est-ce que ça ne signifie pas quelque chose? Ah si. Moi qui suis très intéressé par l'astrophysique, je suis très intéressé par le magnétisme et les courants magnétiques. Et il y a des pôles magnétiques avec des inversions régulières des pôles magnétiques. C'est-à-dire que c'est comme ça depuis que le monde existe. Il n'y avait pas encore d'hommes sur la planète, qu'il y avait des pôles magnétiques et qu'il y avait des inversions de pôles magnétiques. Donc on ne sait pas comment ça se passe, mais d'un seul coup, inversion des pôles magnétiques. Et je dis depuis très longtemps que la prochaine inversion de pôles magnétiques va créer un bazar pas possible sur la totalité de la planète. Vraiment un bazar pas possible. Et ce qui est advenu en Espagne, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que si on est dans la logique de la matrice, du Matrix... Matrix, oui, au sens du film, vous parlez de... C'est ça. Et que on imagine que finalement, c'est une espèce de grand cerveau avec ces réseaux neuronaux qui sont eux-mêmes parcourus par des vaisseaux sanguins. Si on fait un AVC, je peux vous en parler, j'en ai fait 2. Si on fait un AVC et que ça bouge quelque part, c'est fini. C'est la totalité du dispositif qui est détruit. Là, c'est exactement la même chose. On a tout piloté avec l'électricité, comme si c'était une espèce de seconde nature. Et on ne sait pas que derrière un tas de choses, la possibilité de communiquer, de retirer de l'argent, de se déplacer, la possibilité d'être informé, la possibilité de se déplacer, etc., il y a de l'électricité. Et quand l'électricité n'est plus là, tout ça finit. Donc on peut plus manger, on mange ce qu'il y a dans le frigidaire, mais pas très longtemps parce que le frigidaire, quand il commence à s'arrêter, tout va commencer à pourrir très rapidement. Et on peut même pas acheter parce que la carte. On peut pas acheter de la nourriture nouvelle. Plus, voilà. Oui. Le micro-ondes ne fonctionne plus, la plaque à induction ne fonctionne plus, donc on mange plus chaud, et on se retrouve dans des espèces de pratiques absolument préhistoriques. On se dit, maintenant, il va falloir vivre naturellement. Sauf qu'on ne peut plus vivre dans la nature. On ne sait pas ce que c'est. On a besoin d'électricité, on a besoin de chauffage. L'été, il faut absolument de la ventilation ou des climatiseurs. L'hiver, il nous faut du chauffage. La voiture, elle est aujourd'hui, la plupart du temps, électrique. Si elle n'est pas électrique, il va falloir que vous utilisiez des pompes à essence. Et je présume que le dispositif a besoin d'électricité pour que vous puissiez faire le plein d'essence, etc. C'est-à-dire, il y a un philosophe qu'on a beaucoup oublié parce qu'il a eu le tort de prédire la négativité dans des temps particuliers. C'était Paul Virilio, et qui nous avait dit, qui a fait des livres extrêmement intéressants. L'espace et la vitesse. Absolument, l'espace, la vitesse, et surtout l'accident. Et il nous avait dit, le 31 décembre 1999, il va se passer des choses catastrophiques. C'est-à-dire, l'an 2000 n'a pas été prévu sur les computers. Sur les computers, on va passer de 1999 à un chiffre qui n'existe pas. Donc, il va y avoir un Big Bang terrible, plus rien ne va fonctionner. Comme tout est piloté par l'informatique, les bateaux vont s'écraser dans les ports, ils vont pas pouvoir rentrer dans les ports ni sortir des ports, les avions vont plus pouvoir atterrir ou décoller, les distributeurs de billets de banque vont balancer à minuit des billets qui vont sortir partout comme ça, etc. Il lui est pas venu à l'idée qu'il y aurait pas du tout de distributeur de billets, que ça fonctionnerait plus. Il a juste annoncé une catastrophe terrible.
Et il ne faut pas faire ça, parce que le Sauf 1er que janvier, rien et voilà, n'a eu lieu, parce que le 1er janvier 2000, il ne s'est rien passé. Rien. Et on s'est dit, mais alors, monsieur Virilio, vous n'étiez pas crédible. Or, le tort de Virilio, c'est d'avoir donné des chiffres, des dates, etc. Mais il avait raison sur le fond, cette espèce de grand réseau que nous avons fabriqué. Il suffit d'un embol, comme on dit en médecine, c'est-à-dire d'un caillot de sang qui se met là, ça s'arrête, et on se dit, tiens, ici, il y a quelqu'un qui a fait sauter juste un petit truc de rien du tout. Vous savez, il y a quelques petits terroristes qui font ça avec les TGV. Ils ont trouvé qu'il y avait un endroit en plein milieu de la campagne. Ça fait 1 mètre sur 2 mètres, et puis il y a un trou, là, et vous avez 3 ou 4 fils électriques, et vous mettez le feu dans ces 3 fils électriques et vous paralysez un tiers de la circulation française. Donc, ça peut se faire un acte malveillant oui, pour provoquer ce bien sûr. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore. On saura, mais il y aura probablement plein d'hypothèses pour nous expliquer ce qui s'est passé. Mais il peut y avoir un cybercrime venant d'un État. On peut imaginer. Évidemment, plein de gens diront que c'est la Russie. On peut imaginer un cybercrime venant d'individus qui, eux, ont juste envie de mettre le bazar et la pagaille. Il y a des gens qui, à une époque, quand ils mettaient des fers sur les caténaires pour arrêter les TGV, pensaient qu'ils accéléraient la révolution, le processus révolutionnaire. Il peut y avoir des gens comme ça. Il peut y avoir aussi des crimes d'État. Les États ont intérêt à dire je vous ai fait des propositions en matière d'énergie, vous les avez refusées. Vous dites, Michel Onfray, pardon, vous dites que nous sommes à la merci, effectivement, aujourd'hui, de quelque chose, mais plus loin, ça signifie qu'on a un peu perdu le contact, c'est-à-dire on s'est mis, comme vous parlez de la Matrix, on s'est mis dans le bar d'une structure que si quelque part un fragment de cette structure est en panne, ça rejaillit sur tout. Mais bien sûr, c'est la question de la cyberguerre. La vraie guerre aujourd'hui, c'est la cyberguerre. Et pourquoi est-ce que Trump veut absolument les métaux rares de l'Ukraine? Parce que les métaux rares, c'est ce qui permet aujourd'hui de disposer de vitesses supérieures à ceux qui n'ont pas les métaux rares. C'est-à-dire que les conduites de missiles, voire de bombes atomiques, elles se font avec des nanosecondes. Et si vous gagnez quelques nanosecondes sur votre voisin, votre bombe, elle arrivera plus vite que celle du voisin et vous avez gagné la guerre. Donc les conducteurs, ce sont des métaux rares. Et ces métaux rares, il faut tamiser, je vais un peu vite, mais enfin, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre pour trouver ces métaux rares qui sont extrêmement précieux. Et évidemment, comme ils sont extrêmement rares, ils sont extrêmement coûteux. Voilà pourquoi la Chine a ravagé les sous-sols africains. Et voilà pourquoi elle est leader, la Chine, en matière de métaux rares. Et donc, Trump le sait, et que les États-Unis sont après la Chine et que la Chine elle est passée devant. Et qu'il y aurait-il aujourd'hui une guerre classique, technique, traditionnelle, que les États-Unis la perdraient parce que les Russes, les Chinois sont mieux placés. Donc évidemment, il veut rattraper le retard, sans trop expliquer pour quelle raison il veut rattraper le retard. Mais on voit bien que cette ardeur à piller le sous-sol ukrainien, en fait, c'est un charognard. Il veut profiter de la guerre en disant « je l'arrête votre guerre, mais vous me donnez l'exploitation de votre sol. Sur place, on mettra des militaires, des techniciens, des ouvriers, des ingénieurs, etc. Ça garantira la sécurité. Que les Russes ne deviendront pas aller plus loin, ils n'iront pas plus loin. Et puis voilà le deal que je vous propose. Mais de fait, aujourd'hui, les petits génies de 13-14 ans qui sont capables, avec un ordinateur pas forcément performant, enfin, dans leur bureau, dans une périphérie de je ne sais quelle ville, ils peuvent aujourd'hui intervenir comme des grands cybercriminels. Michel Onfray, c'est tout à fait passionnant et ce n'est pas seulement de la science-fiction. Non. Se passe. D'ailleurs, on a vu les petits génies de 13-14 ans qui sont, vous savez, avec Elon Musk, ce qu'on appelait les muscovites, quand ils font leur audit des dépenses de l'État américain. On a découvert des choses hallucinantes, des millions de milliards, des millions de dollars, complètement, on ne sait pas où ils sont, complètement dans la nature, des stades de corruption énormes. Donc tout ça, mais c'est intéressant parce qu'on parle de ça et en fait, ça nous éloigne de la philosophie, mais en fait, pas du tout. Et je voudrais vraiment vous poser une question très simple. C'est quoi philosopher aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, philosopher aujourd'hui? Alors, là, vous avez raison, on est sur la philosophie politique. Simplement, on peut faire de la philosophie esthétique, de la philosophie morale, on peut faire de la philosophie bioéthique, enfin, on peut faire de la logique même, on peut faire de l'histoire de la philosophie, même une histoire philosophique de la philosophie. C'est-à-dire, il y a plein de façons d'être philosophe. Est-ce que c'est quand même, ça décrypte le monde réel? La philosophie? Oui, mais par exemple, celui qui s'occupera d'esthétique, il va vous décrire le monde de l'esthétique, le monde de l'art, le monde des beaux-arts, le monde du beau, de la beauté, l'évolution du concept de beauté. Enfin, il va travailler sur des sujets comme cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie éthique et politique. C'est d'ailleurs le sujet de ma thèse. Et c'est surtout la vie philosophique qui va avec. Donc moi, j'ai une conception très précise de la philosophie. C'est-à-dire, dites-là, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est-à-dire... C'est décrire le réel? Alors d'abord, c'est le décrire, c'est ensuite avoir quelques principes d'éthique. Pas rentrer dans le détail de ce qu'était ma vie privée, mais enfin, j'ai découvert très tôt, enfant, l'injustice.
et je ne supporte pas physiologiquement, physiquement l'injustice. Donc je me sens rebelle, réfractaire à tout ce qui est injustice, les institutions, l'autorité, l'ordre, la hiérarchie, etc. Et je suis sur ce terrain éthique et moral. Et moi, j'ai une passion pour la philosophie antique, pas grecque, qui est très théorique, qui est très cérébrale, qui est très conceptuelle, l'idée d'amitié, ou etc. Quoi. Par exemple, si vous voulez savoir ce qu'est l'amitié chez Platon, il y a un dialogue qui s'appelle le Lysis, et c'est quoi l'idée d'amitié? Est-ce que l'idée d'amitié fait que vous pouvez, etc., etc. Un Romain dira, mais pas du tout. Est-ce que moi, riche, je peux être ami avec un homme pauvre? Est-ce que moi, jeune, je peux être ami avec un homme vieux? Est-ce que moi, homme, je peux être ami avec une femme? Est-ce que moi, quand il y a un ami, je peux le perdre? Et si oui, quand je le perds, est-ce parce qu'il aura été immoral? Dois-je accompagner mon ami dans son immoralité, etc. Vous êtes romain plutôt que grec? Oui, complètement. Pourquoi? Parce que c'est plus précis, c'est plus fact, c'est plus factuel. Oui, parce que ça parle aux gens. C'est-à-dire que les philosophes grecs parlent aux philosophes. Les philosophes romains parlent aux gens, parlent à tous les gens. C'est-à-dire qu'on s'en moque un peu de savoir quelle relation l'amitié réelle entretient avec l'idée d'amitié, dont on n'est pas très sûr, en plus de ça, que cette idée... le ciel des idées. Voilà, c'est ça. Et donc, vous posez des questions concrètes. Là, si je vous dis quel est le type de relation entretenue entre l'idée d'amitié et l'amitié véritable, ça va intéresser un philosophe. Mais si vous posez une question du genre, puis-je être ami avec, avec quelqu'un qui ne pense pas la même chose que moi politiquement, ça, tout le monde se pose cette question. Et tout le monde a envie d'une résolution de cette question. Et les gens se disent, bah ouais, moi je vote Rassemblement National et mon vieux pote, il vote la France Insoumise, est-ce qu'on va rester amis tout de même? Donc les gens voient bien que le questionnement philosophique... cette question. Pardon? On le voit, elle est posée, cette question. Bien sûr. On voit très bien dans les débats politiques d'aujourd'hui, il y a des gens, et vous le savez comme moi, enfin moi je sais, il y a des gens qui ont rompu des amitiés parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que l'autre soit aussi loin que lui dans sa démarche. Oui. Moi, depuis que je suis sur CNews, ça va faire bientôt 1 an, j'ai perdu 3 couples d'amis de plus de 60 ans. De plus de 50 ans. Oui, de plus de 50 ans. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais parce qu'ils ont l'impression qu'eux sont restés de gauche et que moi, je suis passé à l'extrême droite. Et là, je dis, mais dites-moi ce que je dis aujourd'hui que je ne disais pas il y a 20 ans. C'est tout. Non, mais comment ça se fait? Alors, moi, ça me pose une question. On est tous. Comment il se fait que, si on est amis, comme on a été amis, et j'ai eu moi aussi cette expérience-là, comment il se fait qu'on abandonne l'amitié alors qu'on pourrait mettre de côté, des divergences même profondes de vie, de politique? Parce que ce sont des dévots. Et qu'on ne peut pas dire aux dévots que son Dieu n'existe pas. Si vous dites, moi j'ai voté à gauche pour des idées qui sont restées les miennes, et simplement ces idées ne sont pas restées celles de la gauche. La gauche aujourd'hui, elle estime qu'il faut louer les utérus. On peut même ajouter des femmes aujourd'hui, puisque c'est pas obligatoire, utérus féminin, il faut préciser, il y aurait des utérus masculins. Oui, bien sûr. La gauche, elle nous dit aujourd'hui, on doit pouvoir acheter et vendre des enfants. Il y a des contrats pour ces choses-là. La gestation pour autrui, et ça s'appelle du progressisme. La gauche, elle estime aujourd'hui qu'on peut détruire le prolétariat français, que de toute façon, ces gens-là sont déjà partis chez Marine Le Pen et qu'on n'en a plus rien à faire, etc. Je dis, si votre gauche c'est ça, je suis plus de cette gauche-là. Il n'empêche que je reste de cette gauche qui jadis estimait qu'effectivement, le corps des femmes, ça se respectait. Que l'utérus des femmes, c'est pas fait pour y mettre de manière vétérinaire des spermatozoïdes et des ovules que d'autres auront placés là pour pouvoir récupérer un jour un enfant en partant et en ayant surtout dit à la mère qui aura porté l'enfant, ne le regardez pas, ne l'embrassez pas, ne le voyez pas une fois qu'il est né, on récupère juste le paquet, et etc. que le ventre des femmes n'est pas du travail à la chaîne. Et ben voilà, par exemple. Ouais. C'est-à-dire la marchandisation, c'est le propre de la gauche, de la droite. C'est devenu le propre de la gauche. C'est-à-dire aujourd'hui, tout est susceptible d'être marchandisé et ça ne pose aucun problème. La nourriture, la sexualité, les relations. On parle de féminisme aujourd'hui, et puis on a des sites sexuels, par exemple, qui procèdent de l'abattage vétérinaire. Et personne ne dit, est-ce que ça marche avec le féminisme? Là, ça gêne pas? Ou peut-on interroger? Enfin, du moins, posons la question. Oui. Et si vous dites, il faut que la gauche évolue, et ça ne veut pas dire, en 81, je pensais ça, et je pense la même chose qu'en 81, parce qu'il y a des enjeux nouveaux. L'intelligence artificielle, évidemment, voilà. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, ce genre de choses, ce sont des surgissements dans l'histoire, qui ne se posaient évidemment pas à l'époque de Mitterrand, encore moins à l'époque de Jaurès ou de Blum. Donc, quand vous dites, mais moi, je veux accompagner l'époque, en pensant toujours à gauche, les gens disent « Ah mais non, à gauche, c'est pas être à gauche que d'accompagner l'époque, de penser l'époque. C'est être de gauche que d'accompagner le Parti Socialiste, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. » Ou la France Insoumise. Ou la France Insoumise, ou le Parti Communiste Français. Ou de dire « Mais moi, je suis mitterrandiste. » Mais ça veut dire quoi être mitterrandiste aujourd'hui? Pensez-vous que Mitterrand, il aurait justifié la procréation médicalement assistée, par exemple, parfois la gestation pour autrui, pardon, c'est pas exactement la même chose. Ou la fameuse IMG, l'interruption médicale de grossesse.
qui a été voté quand même par toute la gauche macroniste compris, et qui permet d'avorter jusqu'à l'âge de 9 mois pour des raisons psychosociales. Moi, je suis pour l'avortement. J'ai simplement relu les textes de Simone Veil et j'étais très heureux que Simone Veil fasse passer ce texte de loi. Je trouve que toujours que ce texte est formidable et qu'il faut le relire. Simplement, elle dit que c'est un échec. L'avortement. Elle ne dit pas que c'est une victoire. Elle ne dit pas que c'est un horizon indépassable et que c'est formidable. Elle dit qu'il faut faire tout ce qu'il faut pour ne pas arriver là. Et donc le planning familial, la contraception, l'éducation, etc. Enfin, 1000 choses que la gauche proposait de faire aujourd'hui. Là, on nous dit non, vous avez un enfant de 8 mois et demi, vous n'avez plus de projet pour lui parce que je sais pas quoi, le mari est parti, parce que vous avez une mutation, eh bien vous avez le droit d'avorter. Oui, il n'est plus en vie. Ça s'appelle un infanticide. À 3 jours de l'accouchement, mais... Eh bien, personne ne s'en souvient, mais il y a quelques années, ça a été voté entre un 31 juillet et un 1er août, et toute la gauche a voté pour ça. C'est-à-dire, c'est un infanticide. Et il faudrait justifier l'infanticide parce qu'on serait de gauche et que la gauche... Je dis non, moi je suis désolé, j'avais des valeurs, je les ai toujours. Je pense à un certain nombre de gens oubliés et sans grade. Il n'y a pas plus oublié, plus sans grade et plus perdu et plus pauvrissime qu'un fœtus de 8-9 mois. Et qui va s'occuper de lui si on dit mais non, mais nous on a décidé... Et puis d'un seul coup, il faudrait inscrire ça dans la Constitution. Et puis d'un seul coup, il faudrait dire que les grandes valeurs de l'Europe, ce serait aujourd'hui l'avortement. Mais personne n'a envie d'en finir avec l'avortement en France. Personne. Dans certains États des États-Unis, oui. Dans certains pays, France, oui, mais pas en France. Donc, elles vont dire, bah oui, maintenant, il est contre l'avortement, il est passé à l'extrême droite. Ah oui, si vous voulez. Et si vous voulez vous fâcher malgré 30 années d'amitié, alors que vous n'écoutez pas ce que je vous dis, en vous disant que la gauche devrait lutter contre la marchandisation des corps, et qu'on ne devrait pas non plus considérer que le corps d'un fœtus, c'est un objet qu'on peut jeter à la poubelle comme des rognures d'ongles ou des cheveux après qu'on ait fait sa coupe de printemps, eh bien, effectivement, je ne défendrai pas votre gauche, mais je reste de gauche. Gauche proudhonienne, pour le coup. Oui, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est la notion de gauche, d'ailleurs, comme celle de droite, a évolué telle que ce n'est plus le contenu qu'on considère, mais l'étiquette. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez des gens qui vivent comme des bourgeois, enfin, parmi ceux qui se sont fâchés avec moi, là, mais il n'y a pas plus petits bourgeois que ces gens-là, enfin, je vais pas les décrire, mais vraiment, ils mènent des vies de petits bourgeois. Alors, évidemment, ils ont des photos de Lénine sur leur cheminée, des petites représentations en bronze de Lénine, ou ce genre de... Donc, et puis après, ils votent à gauche, et ils ont fait barrage au fascisme. Je dis, ben oui, si c'est ça la gauche, évidemment, il n'y a aucun problème, ils achètent une petite voiture neuve, et puis gna gna gna, etc. Enfin bon, oui, s'ils veulent, mais moi je pense qu'être de gauche, c'est être fraternel. C'est partagé. Oui, mais Michel Onfray, vous avez vu sûrement ce sketch qui est par tous les réseaux sociaux, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Vous savez, c'est quelqu'un qui arrive, vous êtes d'accord pour accueillir les immigrants, bien sûr, je suis prêt à le faire. Et là, on avait quelqu'un, il dit, regardez mon ami qui est africain, Serve, il est là, il n'a pas de quoi dormir. Et vous avez tout le monde qui se liquéfie. Ah oui, mais aujourd'hui, je ne peux pas, non, j'ai pas la possibilité, mes cousins sont là et tout. C'est-à-dire qu'on revient entre le dire et le faire. Cette dichotomie extraordinaire entre le vieux truc, faites ce que je dis et surtout pas ce que je fais. Oui, d'autant que les gens auxquels je songe, là, qui se sont fâchés avec moi, ils ont tous 2 ou 3 chambres chez eux qui sont vides. Hein, et ce serait très facile de dire, commençons par pratiquer la fraternité, je suis pour l'accueil systématique des migrants, eh bien, quand j'en vois 2 ou 3 dans la rue, je vais leur dire, venez à la maison, il y a des lits, vous allez dormir, et puis on va partager la nourriture. Ça serait très, très, très logique. Et je n'aurais rien à dire contre cette gauche-là. Voilà. Ouais. Le pape défunt et récent, là, François, qui disait que l'Europe était une vieille femme stérile, parce qu'elle d'ailleurs, personne n'a estimé que c'était misogyne, phallocrate, cette formule. Il a dit exactement ça. Oui. L'Europe est une vieille femme stérile. Oui, parce qu'elle n'accueillait plus, etc. Ouais. En 2019, il a signé un décret qui interdisait l'entrée de l'État du Vatican aux migrants sans papier et avec des amendes entre 10 et 20 000 euros, des peines d'emprisonnement suivant que vous forcez le passage, que vous êtes sans papier. On se dit, on rêve ou quoi ? On a l'impression que c'est, je sais pas quoi, que c'est la France de Marine Le Pen. Pas du tout. C'est le Vatican du pape François qui, en même temps, nous dit accueillez tout le monde, etc. Alors moi, je dis, mais si vous voulez accueillir tout le monde, commencez avec votre propre argent plutôt qu'avec l'argent d'autrui. Donnez l'exemple, vous avez des maisons de campagne, eh bien, ouvrez-les, prêtez-les. Et puis l'église, c'est la même chose. Ouvrez vos presbytères, ouvrez vos sacristies. Construisez dans des églises des espaces dans lesquels vous allez pouvoir accueillir 3 familles. Et puis là, vous serez crédible. Mais cette façon qu'ont un certain nombre de gens de gauche de dire, moi, je mène une petite vie de droite, bien tranquille, bien pépère, avec mon argent, mes économies, je partage pas, et puis, etc., etc. Et puis, mais vous, en revanche, vous devriez, si vous ne le faites pas, parce que vous dites ce genre de choses, vous êtes un salaud, vous êtes passé du côté de l'extrême droite, vous dites, peut-être, vous êtes en train de briser un miroir qui vous renvoie l'image de vous qui ne vous convient pas.
Et justement, à ce propos, puisque nous sommes en pleine transition, parlons de Rome et du Vatican, puisque Pape François vient de mourir, le conclave est fixé au 7 mai prochain. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que la chrétienté, on voit très très bien les religions alors, toutes les religions, les communautés qui montent, celles qui descendent. Le christianisme aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez pas mal écrit dessus, d'ailleurs, notamment le livre sur Saint-Augustin dont vous parlez, votre livre sur Saint-Augustin. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans une période où la déchristianisation pardon, est vraiment chose faite, ou est-ce que ce qui peut se passer en mai avec la nomination d'un nouveau pape, l'élection d'un nouveau pape, peut changer les choses ou pas? Écoutez, cher André, pour vous retrouver, j'ai pris le train ce matin, je suis venu de Caen, il y a une dame qui m'a reconnu, qui a commencé à parler avec moi, on a passé le voyage, on a passé 2 heures à parler, et elle m'expliquait qu'elle était catéchumène, donc elle croyait en Dieu, etc. Et on a commencé à parler de sa foi, etc. Et je lui dis, mais vous êtes catéchumène, mais vous êtes baptisé, comment vous faites? Ah oui, c'est pour la confirmation. Et puis après, elle m'explique son église. Et alors là, ça prend des libertés totales avec le christianisme. C'est-à-dire, il faut s'aimer, tout le monde, mais qu'en même temps, on prend des libertés là-dessus, etc. Donc, je veux bien qu'il y ait aujourd'hui une espèce de renouveau du catholicisme, mais lequel? Lequel? C'est-à-dire, on nous dit, ah, regardez tous ces gens, tous ces jeunes qui se sont fait baptiser récemment en quantité. Beaucoup, là, oui, mais j'aimerais bien savoir en quel Dieu ils croient, s'ils le prient, s'ils vont à la messe, ce que ça veut dire pour eux, ou etc. Il y a quand même une espèce de religion à la carte aujourd'hui, qui fait qu'on estime que Jésus, c'est un pote, que Dieu, finalement, je le prie quand je vais pas bien, que la question de l'Eucharistie, j'y crois pas vraiment. Je veux pas que la dame se reconnaisse, mais enfin, les gens qui sont divorcés, qui disent oui, mais enfin, moi, je suis divorcé, mais enfin, en même temps, je peux tromper mon mari, même si j'ai un compagnon, etc. Ça me gêne pas pour autant si je fais aujourd'hui le nécessaire pour qu'on puisse me confirmer. Donc, je dis, ça veut dire quoi, croire en Dieu aujourd'hui, quand finalement, on a une espèce de Dieu qui est une transcendance un peu vague, quand on ne croit pas à l'Eucharistie, quand on ne croit pas vraiment à l'éthique, quand on dit, mais enfin, aujourd'hui, on devrait pouvoir permettre au pape, aux prêtres de se marier, etc. Je dis, mais vous avez le protestantisme pour ça. Vous n'êtes pas obligé de rester catholique. Vous voulez que le catholicisme change, mais vous changez. Et puis allez dans un protestantisme dans lequel vous verrez qu'on peut se marier, que les pasteurs peuvent, etc. Donc le fameux retour de la foi, je suis pas si sûr que ce soit un vrai retour de la foi. Je crois qu'il y a un désir d'identité, d'appartenance à une identité, et que le christianisme fait bien l'affaire, mais globalement, c'est quand même pas un christianisme reluisant. Justement, parlons de ce retour à l'identité, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, dans cette espèce d'archipélisation totale, ne parlons que de la France, on voit très très bien, mais on le voit aussi aux États-Unis et ailleurs, un besoin d'identité. Mais une chose qui me frappe, c'est quand même, c'est l'athée Michel Onfray qui dit, attendez, où est la vraie foi dans tout ça? Non, c'est le philosophe qui vous disait tout à l'heure qu'il appréciait la cohérence, la congruence, l'idée qu'on puisse enseigner des choses et les vivre, qu'on ne soit pas obligé d'enseigner quelque chose, mais qu'on est obligé, quand on l'enseigne, de le vivre. Donc personne n'est obligé d'être écologiste, mais si on est écologiste, on évite quand même d'être Monsieur Hulot, c'est-à-dire d'avoir 8 moteurs dans sa maison de campagne, des motos, des scooters, des jet skis, des camions, des voitures, des 4x4 et ce genre de choses. Alors où on est écologiste et on culpabilise le monde entier parce que les gens polluent la planète, et ou alors on ne l'est pas, et puis conséquemment on n'a pas de moteur dans son garage, ou on a des moteurs dans son garage puis on arrête de donner la leçon. Donc les chrétiens qui pour moi sont des chrétiens du dimanche, au deux sens du terme, comme on dit philosophe du dimanche ou je ne sais quoi, et bien c'est un petit peu facile, mais ça suppose quand même le pardon des offenses, l'amour d'autrui, ça suppose le partage, ça suppose directives au minimum quoi. De base, et pas seulement la croyance en l'Eucharistie, la virginité de Marie, l'infaillibilité papale. Donc il y a des pratiques éthique dans le christianisme que je n'ai pas beaucoup vu chez un certain nombre de chrétiens ou de catholiques que j'ai pu rencontrer. Et donc aujourd'hui, vous pensez, on ne va pas faire de futurologie, de voyance, mais vous pensez que l'élection d'un nouveau pape, par exemple un cardinal Sarah ou autre, ne changerait rien ou pas? Si, ça changerait des choses, mais simplement, je ne veux pas faire de pronostics, mais je pense que les conservateurs sont minoritaires, que les progressistes sont majoritaires, et puis après, vous savez, il y a toute la logique des amis de mes amis, des ennemis de mes ennemis, des amis de mes ennemis, des ennemis de mes amis, etc., qui font que au départ, vous avez quelqu'un qui est soutenu, puis à la fin, c'était le dernier des derniers qui finalement se trouve être soutenu. Bon, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent ont vu Conclave, mais c'est assez bien fait. Alors évidemment, à la fin, ils finissent par voter pour un pape. Très bon film, oui. Ouais, sauf la fin, quoi. Cette idée que voilà, quelqu'un qui était en train de faire une transition de genre, enfin, on voit bien toutes les conséquences
concessions faites. Mais je le dis, moi, parce que quand tu dis, on va pas vous dire la fin, on peut Wokisme, spoiler. quand tu nous dis. Oui, parce que c'est vraiment un film totalement wokiste. Sauf sur le fonctionnement. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une élection dans laquelle il n'y a pas de candidat. Alors, c'était déjà formidable. Mais c'est une monarchie intégrale. C'est vraiment une monarchie absolue. Quand le pape est élu, il a tous les pouvoirs. Et la curie, normalement, obéit. Et donc, vous commencez par dire, alors moi, je vois l'Église comme ceci, comme cela. L'autre dit, moi, je la vois comme ceci, je la vois comme cela. L'autre, moi, je la vois comme ceci. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui arrivent en chaise roulante. Là, on a l'impression que leur cerveau ne doit pas être très efficace non plus. Je ne sais pas si ces gens-là prennent la parole en disant, voilà comment je vois l'avenir de l'Église. Enfin, toujours est-il qu'on finit par dire, ah, tiens, il y a celui-ci, il est sympathique, il y a celui-là, il est sympathique, etc. Puis après, on vote. Puis après, on voit où sont les forces. Et quand il y a des forces, c'est des alliances de force. Et parfois, dans les alliances de force, vous avez des ennemis qui s'associent simplement parce qu'ils ont celui qui est en face qui est plus encore leur ennemi. Donc, en fonction de tout ça, il y a un moment donné où vous allez voter pour quelqu'un qui va être un type qui va sortir du chapeau. Mais je pense que c'est un jeu qui se fera en faveur de progressistes, c'est-à-dire plutôt la logique du pape François. Je rappelle qu'on sait que le pape François a nommé plus d'une centaine de cardinaux. Oui, mais des cardinaux ingrats, ça doit pouvoir exister. Non, je pense que quand on fait un peu d'histoire de la papauté ou du Vatican, le concile Vatican II est démarré par Jean XXIII. Jean XXIII meurt et il est terminé, ce concile, par Paul VI. Et donc, Jean XXIII, Paul VI. Et quand Paul VI meurt, on a un nouveau pape qui, lui, prend le nom de Jean-Paul. Premier, pour le coup. Ouais. Il meurt au bout d'un mois, ça je ne sais pas si un jour on saura, mais celui qui arrive après, les raisons pour lesquelles il est mort, celui qui arrive après, il s'appelle comment ? Jean-Paul II. C'est-à-dire que Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II sont tous des gens qui s'inscrivent dans la perspective progressiste de Vatican II. Il n'y a que Benoît XVI, qui lui pourtant défendait, puisqu'il a travaillé à la promotion, voilà, qui lui avait travaillé à Vatican II, donc c'est pas quelqu'un qui était contre, mais qui a juste dit à un moment donné, je suis plus très sûr de ma formule, mais enfin quelque chose du genre que l'esprit du malin avait soufflé sur l'Assemblée de Vatican II. Donc il a vu effectivement que c'était pas terrible. Et donc il s'est appelé Benoît XVI. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller voir ce qu'a fait Benoît XV pour savoir ce que serait son programme. C'est très clair, le Vatican, on sait comment ça fonctionne. Et le pape Benoît XV était un pape antimoderniste. Et ce pape antimoderniste, comme par hasard, tient un discours à Ratisbonne qui nous dit, je le fais vite, mais il y a beaucoup plus de subtilité vaticanesque, mais en gros, il y a un problème avec l'islam qui est brutal et violent. C'est ce que dit Ratisbonne. Voler de bois vert planétaire, et je pense que... Y compris dans l'Église. Surtout dans l'Église. Et on a fait savoir au pape qu'il serait bien qu'il prenne sa retraite. Et comme par hasard, il l'a prise. Et qui est arrivé ? Un pape François qui, lui, a remis la vapeur dans le sens inverse en disant « Mais bien sûr, vive les migrants, formidable, fantastique ». Et là, ceux qui font et qui défont les prélats ont trouvé leur compte. Et Benoît XVI a pu être un pape honoraire, pourvu qu'il se taise et qu'il ne dise pas grand-chose. Et pendant ce temps-là, le pape François détricotait tout ce qu'avait fait le pape qui l'avait précédé. Voilà pour ce qui se passe du côté, en tout cas, du Vatican, mais qui nous concerne au premier chef. Et là, je voudrais peut-être élargir et élargir cela, Michel Onfray, pour parler un peu de ce qui se passe, justement, dans les convictions, qu'elles soient athées ou laïques ou agnostiques dans notre cher et doux pays, mais pas seulement là. Je parlais du fait que les gens, effectivement, que ce soit sur le plan économique, on ne va pas détailler tout cela, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan identitaire, que ce soit communautaire, on voit très bien la violence, l'archipélisation, en tout cas, déjà l'incompréhension et l'impression que chacun est dans ses murs, dans sa muraille, dans son igloo, et se regarde en chien de faïence. Est-ce que je crois que ce n'est pas seulement une impression, puisque beaucoup de sociologues, en tout cas, l'écrit, mais je voudrais avoir le regard du philosophe là-dessus. Est-ce qu'on est vraiment je dirais pas en effondrement, n'exagérons pas, mais en diffraction de tout cela, une espèce d'émiettement? Si, moi je dirais effondrement, c'est-à-dire que il n'y a plus de lien social, plus rien ne fait lien. C'est-à-dire moi je suis né en 1959, j'ai connu une école laïque, j'ai connu une école religieuse aussi, et des parents, père ouvrier agricole, mère femme de ménage, et on m'avait enseigné ce que Freud appelle le surmoi, c'est-à-dire une morale. Une morale qui nous dit, il y a de la bête en toi, il y a de l'animal en toi, il y a du cerveau reptilien en toi, il faut calmer cette bête. Si tu as envie de cracher, de voler, de dire non, etc., eh bien, il faut que tu te retiennes parce que ça se fait pas. Ça se fait pas, ouais. Et donc, il y avait l'instituteur qui vous disait qu'il fallait se comporter comme ça. Il y avait le prêtre qui vous disait qu'il fallait se comporter comme ça. Normalement, des parents
C'est-à-dire un père, une mère dans une famille qui ne se décomposait pas et qui n'était pas recomposée. C'est difficile aujourd'hui, quand vous arrivez dans une famille recomposée, de dire quelque chose à un enfant qui n'est pas le vôtre. Il vous dira très vite, t'es pas mon père, de quoi tu t'occupes? Donc voilà, tu dis, bah, tu demanderas à ton père, simplement le père, il est parti, il s'en fout totalement. Ou t'es pas ma mère, ou etc. Ouais. Et donc, un enfant, en plus de ça, on dit de l'enfant que c'est un enfant roi. Si vous haussez le ton, vous allez le traumatiser. Lui mettre une gifle, alors là, les parents vont en prison. Je ne fais pas l'éloge de la gifle, hein. Mais je dis simplement qu'on est passé d'un excès. Moi, j'ai pris des coups de martinet dans mon enfance, à un excès Vous ne les inverse. recommandez pas, quand même. Non, bien sûr que non. Mais je dois dire que dans mon village, il y avait une droguerie. Ça sentait d'ailleurs très bon. Il y avait de la peinture, il y avait de la cire, il y avait de l'encaustique, il y avait tout ça quand on rentrait dans ce magasin. Et il y avait plein d'objets, des pinceaux, etc. Et puis, il y avait une quinzaine de martinets au choix. On vendait des martinets, mais bien sûr. Et donc, les familles arrivaient en me disant, je voudrais un martinet, bien sûr, je sais pas quoi, 3 francs 50. Et puis, on repartait avec un martinet. On se doutait bien que le martinet, c'était pas fait pour chasser les mouches, que c'était fait pour mettre sur les fesses de ses enfants. Et donc... il y avait la notion, en tout cas, de la sanction. Il y avait l'idée qu'on pouvait mettre des punitions corporelles. Et je ne ça. suis pas pour les punitions corporelles. Je les ai subies, moi, jusqu'à... Enfin, peu importe. Après ça, je me suis trouvé dans un orphelinat où on avait des punitions collectives. Et il y avait des coups, des passages à tabac. Des punitions physiques. Oui, aussi, bien sûr. Oui. Des gifles, des coups de pied, des coups de poing. Enfin, ce qui s'est passé à Betaram récemment, moi, il y avait ça dans la pension où j'étais. Pension de prêtre salésien. Quelqu'un qui parlait dans la nuit, peut-être d'ailleurs rêvait-il et ne parlait-il pas avec son voisin, et on descendait tous en pyjama alors que c'était en plein hiver, qu'il y avait encore de la neige dehors, et à 2 heures du matin, on était en train de grelotter parce qu'il fallait que quelqu'un se dénonce, et que je pense que peut-être même celui qui avait parlé, s'il avait parlé dans son sommeil, ne savait même pas qu'il avait parlé. Et donc on se retrouvait dans une étude à apprendre une fable de La Fontaine par cœur, et on allait se coucher quand on connaissait la fable de La Fontaine par cœur. Alors c'est presque de la torture, quand même. Oui, ça. oui. Ouais. Il y a eu des attouchements sexuels, il y avait des prêtres dont on savait que c'était le cas, notamment un prêtre qui était l'infirmier. Le père infirmier était tripoteur. Donc oui, j'ai connu tout ça. Donc je suis évidemment contre les violences physiques faites aux enfants, y compris une gifle. Sur les fesses, même sur les fesses. Moi, j'ai des petits-enfants. Ah oui, même la fessée, ça me paraît... Non, c'est pas... Non, c'est un échec. Les coups sur un enfant, c'est un échec. C'est la honte jetée sur les parents, ou sur celui qui le fait. Même la voix qui hausse le ton. Mais alors, quelle sanction? Comment on peut faire à un enfant dire, attends, il y a un mur, peut-être pas aller plus loin, sans violence, bien sûr, mais... Là, c'est le grand-père qui va vous parler, parce que je vois avec mes petits-enfants, il faut que vous vous créiez une autorité. Et l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, il faut qu'on sache que ça pèse. Vous pouvez pas dire 10 fois arrête, elle le fait pas, si tu fais ça, tu vas être puni, etc. et ne pas le faire. Parce que là, on dit, bon, c'est de la monnaie de singe, la parole de mes parents. Si en revanche, vous dites peu de choses, et si à chaque fois que vous dites quelque chose, c'est suivi des faits, on se dit, lui, s'il a dit, alors attention. Et on le croit. Moi, c'était le cas de mon père. Mon père n'élevait jamais le ton, ne m'a jamais frappé, et simplement, quand il disait quelque chose, eh bien, on l'écoutait, on obéissait. Si on mettait un peu de temps à lui obéir, et c'était quelques secondes, il levait le doigt, il disait « j'ai dit ». Et quand mon père disait « j'ai dit », notre père, parce que mon frère a connu ça aussi, eh bien, on avait compris. Donc, je crois que c'est un travail de longue durée, l'éducation, et qu'il faut que les enfants comprennent qu'on ne leur interdit de choses que parce que c'est leur bien. Et qu'on ne leur interdit pas les choses simplement parce qu'on a la jouissance de l'interdiction. Il ne faut pas non plus ne jamais interdire, il ne faut pas tout le temps interdire, il ne faut pas interdire et puis revenir sur son interdit en disant, bon, voilà, quoi, pendant 1 mois, tu ne vas pas avoir droit à la télévision. Et puis un quart d'heure après, le gamin, il est devant la télévision. Bon, ben voilà, votre voix, elle ne pèse plus rien. Si vous avez une voix qui pèse, alors à ce moment-là, on vous écoute. Et si on vous écoute, vous pouvez enseigner des choses à vos enfants, et notamment la morale. Ouais, mais c'est intéressant, ce que vous décrivez là, Michel Onfray, c'est ce qui parle à la société française. Et là, quittons le terrain de l'école ou des enfants, c'est l'incivilité, les incivilités, ce qu'on appelle les sauvageons, ce qu'on appelle la justice, la police, l'impunité, etc. On a l'impression de ce que vous venez d'écrire, c'est un peu ce qui se vit en partie. On va pas jouer, c'est pas apocalyptique, mais dans cette société où l'impression qu'on vit dans une société à irresponsabilité illimitée, une société pratiquement sans sanction, et voilà, je discutais encore hier avec des policiers, ils disaient, vous savez, que comme ceux qui en Seine-Saint-Denis sont fait poursuivre par 30 petits narcotrafiquants et qui ont été obligés de partir, enfin, on a l'impression que voilà, c'est comme ça dans la société.
Ah oui, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire les représentants de l'ordre, et là je ne les accable pas parce que je crois qu'on ne les aide Non, pas, on ne les c'est aide pas, clair. on ne les aime pas, on ne les soutient pas. Et même on laisse des gens dire que la police tue alors que ça devrait être inacceptable qu'on puisse insulter la police ou les gens qui font l'autorité. Simplement, il y a des endroits au monde, vous savez très bien, vous connaissez les États-Unis mieux que moi, mais aux États-Unis, quand vous louez une voiture, on vous dit si vous vous faites arrêter, si la police vous passe devant le nez avec un gyrophare et qu'elle descend de la voiture armée, faites pas le kéké. Commencez pas à dire ouais, etc. parce que c'est une balle est vite Il n'y partie. a pas de refus d'obtempérer. Absolument, vous arrêtez, vous mettez les mains sur le capot, vous répondez aux questions et puis voilà. Et ben voilà, il n'y a pas de bavure. Vraiment, il n'y a pas de bavure si vous vous rebellez pas. Parce que c'est pas des gens qui se disent on va s'en payer un juste pour le plaisir de s'en payer un en France, mais il faut en faire des choses contre la police pour finir par avoir une inscription sur un casier, et 50 inscriptions sur un casier pour commencer à avoir un blâme, et 50 blâmes pour avoir un avertissement, et 50 avertissements pour avoir une mise en demeure, et 50 mises en demeure pour pouvoir commencer à envisager peut-être une OQTF que vous aurez le droit de ne pas faire. Donc de ne pas respecter. Donc évidemment, dans ces cas-là, il y a plein de gens qui se disent bah, je crains rien. Je crains rien, je reviens sur mon petit-fils, il y a quelques temps, il disait, par devers lui, il y avait plein de gens, tout le monde n'a pas entendu, à un moment donné, il a dit, si grand-père le dit, c'est que c'est vrai. Je me rendais compte le trésor qu'il m'offrait cet enfant. C'est-à-dire qu'il sait que si je lui dis non, ça il faut pas le faire, ou si je dis oui, tu peux le faire, il me croit. Ouais. Et à ce moment-là, vous constituez une identité. Vous savez que vous n'avez pas un ennemi devant vous, que vous n'avez pas quelqu'un qui va tout dire et le contraire de tout, qui va faire puis défaire, qui va vous perdre d'une certaine manière. Là, si vous êtes l'expression même d'un surmoi et qu'il y a de l'amour, qu'il y a de l'affection, qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de la proximité, jamais de violence, jamais de mots plus haut que l'autre, simplement parfois une phrase disant tu peux me dire ce que tu viens de dire, tu crois que vraiment, et là dans ce coup, on est en train de me dire des choses là. Simplement, si ça vous arrive jamais, et si même c'est l'inverse qui arrive et que vous faites n'importe quoi et que éventuellement la mère dit oh laisse-le, il a bien le droit d'eux, et que le père dit bah oui mais enfin non, oui enfin ça va, il est fatigué, il a bien le droit, il a mal dormi, il n'a pas fait sa sieste complètement. Ouais. Laissez faire les parents. Si vous pensez qu'en disant des choses comme ça, vous éduquez votre enfant, vous êtes en train de le déséduquer. Et donc, quand cet enfant est un enfant roi, il n'y a pas de raison qu'à 17 ans, quand il conduit une voiture qu'il a volée sans permis de conduire, évidemment sans assurance, éventuellement en ayant consommé du shit, si un policier lui demande d'arrêter, il ne va pas s'arrêter. Il a passé sa vie à transgresser, ça ne posait aucun problème, la transgression. Et puis là, aujourd'hui, il se dit, mais de toute façon, si je transgresse, il va se passer quoi ? Je vais aller devant un tribunal, je vais avoir une excuse de minorité, je vais dire que c'est pas vrai, que ça s'est pas passé comme ça, que le flic il m'a mordu, qu'ils m'ont couru après, qu'ils m'ont traité, ils ont tenu des propos racistes. Le juge va dire ah ben c'est bien probable. Donc effectivement, dans le doute, on s'abstient. Et puis comme le doute finalement profite à l'accusé, eh bien vous pouvez rentrer chez vous. Et le gamin il commence à faire un signe de grossièreté au policier qu'il croise dans le couloir en disant qu'il sait très bien où il habite, et puis etc. Donc c'est une société qui a fait son deuil du surmoi, de l'éthique, de la morale. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait, moi je parle d'effondrement. Vous aviez un léger doute sur le fait qu'on puisse... Vous dites c'est l'effondrement. C'est plus que l'effondrement, oui, c'est la civilisation qui s'en va. Mais alors justement, cette civilisation qui s'en va, on la combat comment ? Parce qu'on peut se dire, on espère toujours que... Et je voudrais vous parler de quelque chose que vous évoquez, que vous avez fait. Vous n'êtes pas le seul, mais quand même, vous êtes... et qui a dû être arrêté. Je voudrais parler de l'éducation populaire, ce que vous aviez fait à Caen, effectivement. Je voudrais que vous racontiez d'abord, parce que on revient toujours à l'éducation. C'est vraiment fondamental, et on le sait, c'est pas au professeur de philosophie pendant 19 ans que je vais l'apprendre, l'enseigner. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Qu'est-ce que vous avez fait avec cette université populaire de Caen ? Quoi ? Alors écoutez, moi j'ai un peu raconté que je m'étais fait frapper, que j'avais connu la pension, que j'avais connu, etc., etc. Donc quand à 17 ans j'arrive à la fac de Caen, j'aurais pu faire des bêtises, devenir un délinquant. J'avais un copain d'ailleurs qui était un peu là-dedans. Il a fait d'ailleurs de la prison parce qu'il avait fait du trafic de drogue ensuite. J'aurais vraiment pu voler, boire, me droguer, etc. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait pour une raison bien simple. Oui. Pour une raison bien simple qui est que j'ai rencontré un professeur qui s'appelait Lucien Gerfagnon et qui m'a changé la vie. C'est-à-dire, c'était un prof de fac, professeur de philosophie antique, et il se fait qu'il m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire que... quelle classe c'était ? Quelle classe là ? Eh ben, première année de fac. Première année de fac. Ouais, c'était ma première année, parce qu'après, je suis reparti bosser, puis après, je suis revenu, j'ai fait une deuxième première année. Et là, il m'a fait confiance, et j'ai voulu être digne de sa confiance. Et vous avez quel âge ? 18 ans, 19 ans quand je reviens, puisque j'ai fait une année, j'avais perdu les bourses que j'avais, puisque
je m'étais fâché contre un prof en disant, oh, ils sont vraiment tous trop cons et j'arrête la fac. Sauf que, on m'a dit, voilà, s'il n'y a plus de fac, il n'y a plus de bourse. S'il n'y a plus de bourse, il va falloir travailler. Donc, je suis devenu prof, surveillant, puis surveillant général. Puis je me suis dit, surveillant général à 19 ans, ça va pas, quoi. Donc, j'ai repris la fac et c'est là que j'ai eu le coup de foudre. Et souvent, de fait, je dis que c'est... je n'ai pas le temps de dire ce détail, et je dis quand je suis rentré à la fac, mais c'est quand je suis revenu à la fac après l'avoir quitté, que j'ai rencontré Gérard Fagnon, et d'un seul coup, moi qui avais... C'est pas que j'ai perdu la foi, c'est que j'avais pas la foi, mais je me disais, mais comment peut-on être moral sans la foi ? À quoi bon faire le bien plutôt que le mal ? Parce que finalement, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, et que Sade a raison. Si je suis athée, et comment je vais avoir des valeurs de bien Oui, et c'est de ça. mal ? Voilà, c'est la bonne question. Et que Sade nous dit, il y a des prospérités aux vices et des malheurs à la vertu. Et là, il fait un cours sur Lucrèce, et je découvre Lucrèce. Je dis, mais bon sang... Alors, je découvre évidemment l'œuvre de Christophe Colomb, parce que je découvre qu'on peut être moral sans le christianisme. Et qu'il y a une philosophie antique... 10 siècles, on dira, ou enfin, si on peut aller de Homère, je dirais, jusqu'à un peu avant Augustin, Saint-Augustin, eh bien, on se dit, mais il y a des philosophes qui nous permettent de résoudre ce problème-là. Des pythagoriciens, des épicuriens, des stoïciens, des platoniciens, des aristotéliciens, des pyrrhoniens. Et là, je trouve mon bonheur dans l'épicurisme antique. Et je me dis, mais j'ai été sauvé par cet homme. Et donc, j'ai été 20 ans prof. Donc, vous avez besoin de penser même à faire des actes délictueux. Ça ne vous n'est même pas à l'esprit. Enfin, non, parce que il ne s'agit plus de se retenir de faire le mal parce qu'on aurait peur de l'enfer, mais juste parce que c'est pas élégant. Et qu'il y a une élégance romaine, les vieux Romains, vous avez écrit un livre sous le pseudonyme de Caton, et Caton est mon héros, Caton l'Ancien est mon héros dans l'Antiquité, c'est ce qu'on appelait le vieux Romain, c'est-à-dire que Rome c'est quand même 1000 ans, les gens ils savent pas trop, mais je veux dire, Rome ça démarre avec la monarchie, ça continue avec la République, ça se termine avec l'Empire, voilà, et que quand on parle de Rome, on parle souvent de la Rome impériale, avec Néron, etc., mais il y a une époque où Rome c'est la vertu, et c'est la vertu justement de Caton. Et moi c'est la Rome qui me plaît. Et quand je me suis dit, mais alors après je suis devenu prof et vous avez bien travaillé parce que je dis souvent que j'étais prof 20 ans. En fait, c'est vrai, je l'ai été 19 ans, pas 20 ans. Et donc, je me suis dit, j'ai reçu, je dois rendre. Et c'est ce qui m'a fait créer cette université populaire en disant, mais finalement j'ai eu de la chance d'aller à la fac, mais bon, j'avais le bac, etc. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas le bac et puis qui sont passés à côté parce que, voilà, ils ont... Alors c'était quoi cette université populaire ? Eh bien, c'était, d'abord quand j'ai démarré tout seul, c'était des cours de philosophie gratuits, bénévoles. J'ai travaillé pendant 16 ans bénévolement à donner une vingtaine de cours par semaine. Vingtaine de cours par semaine. Oui, pardon, une vingtaine de cours par an, oui. Avec 2 heures par semaine, et il y avait une trentaine d'heures pour chaque heure de cours préparée. Et le tout bénévolement, j'ai jamais gagné un seul centime. On avait des subventions de la région, ça permettait de louer des salles, ça permettait de payer. Parce qu'après, il y a eu 2, 3, 10, 15 profs qui ont fait des choses avec moi. Il y a eu du cinéma, il y a eu de la psychanalyse, il y a eu de la science, il y a eu de quoi encore, de la sociologie. C'était gratuit pour C'était gratuit pour les gens, on ne demandait rien. C'est-à-dire, on ne demandait pas de nom, on ne demandait pas de niveau, on ne demandait pas d'argent, on ne demandait pas d'inscription. Les gens venaient et repartaient si ça ne les intéressait pas. Et moi, j'ai fini, l'année où ça s'est terminé, il y avait 1200 personnes à chacun de mes cours. Et ça n'a pas plu au maire de Caen qui a trouvé que finalement, c'est drôle, il n'y avait plus de salle pour accueillir le public. Et puis France Culture, alors que... Oui, vous aviez une émission hebdomadaire. Alors le cours était enregistré par France Culture et il était diffusé tous les étés et on faisait 1 million de podcasts sur chaque heure de cours. 1 million de podcasts. Oui. Et il y a 7-8 ans, peut-être maintenant. Et à l'époque, la directrice, j'ai même oublié son nom, enfin peu importe, c'est des gens interchangeables, qui avait fait savoir à mon diffuseur, aux éditions Frémaux, qui enregistrait le cours, qu'il ne diffuserait plus le cours. Et, sans explication, non, sans rien. Voilà. Et Patrick Frémaux m'appelle, il me dit, t'aurais pu me dire que, etc. Je dis, excuse-moi, mais c'est toi qui me l'apprends. Et donc, j'ai été viré comme un malpropre en me disant, voilà, c'est fini. Donc, le maire de Caen a détruit l'université populaire. Et puis, Sandrine Trainer, directrice de France Culture à l'époque, a détruit la diffusion sur France Culture. Donc, voilà. Ça va durer sur France Culture, je crois, 16 ans à peu près. Oui, quelque chose comme ça, oui. Et c'est ça. Après, en même temps, j'ai souhaité le refaire, aussi bien à Argentan où j'ai vécu. Argentan, votre ville, dans l'Orne. Votre ville natale. Alors, ma ville, oui, c'est là que je suis né, mais mon village natal où j'ai vécu mon enfance, la Chambois, j'ai essayé de le faire, et puis on m'a mis des bâtons dans les roues, le maire de la communauté de communes, ensuite un obscur administratif de la communauté de communes qui m'a donné un avis de non-recevoir, qui m'a dit vous n'avez pas le permis de construire. Donc tout a été fait pour que ça ne puisse pas se faire.
maire. Le premier maire, j'avais convoité dans le village un bâtiment. Il s'est précipité pour l'acheter, pour que je ne puisse pas l'acheter moi-même. Enfin bon, voilà quoi. Mais c'est quand même assez étonnant qu'on se dit, voilà une université bénévole, voilà une action qui consiste à faire venir déjà, à transmettre le savoir, encore une fois, à tous, enfin à tous ceux qui ont envie d'assister. Et on s'est dit non, et il y a une bureaucratie qui décide non, ça va pas, il faut arrêter ça. Quoi. Oui, d'autant que je peux comprendre, je suis clivant, donc on aurait très bien pu dire on veut pas d'un type qui est je sais pas quoi, alors, de gauchiste pour certains, d'extrême droite pour d'autres, enfin bon. Mais j'avais dit je ferais une université populaire d'esthétique, de beaux-arts. Et j'ai tout un plan d'ailleurs qui est une lecture bergsonienne de l'histoire de l'art avec des inventions. Ah, c'était sur l'histoire de l'art. Oui, au départ c'était ça. Donc là en gros je disais si vous voulez avoir ce genre d'assurance, je ne parlerai pas de Macron, je ne parlerai pas de la politique et nous parlerons des peintures pariétales et puis de l'art conceptuel et puis en passant par toute l'histoire de la peinture, Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, les cathédrales. Enfin je dis là quand même il y a rien à craindre. J'enseignerai ça. Voilà, oui. Non ça même pas. C'est troubler l'ordre établi. Là. Oui, mais vous savez, nul n'est prophète en son pays n'a pas été inventé pour moi. Ça se trouve dans les évangiles. Et donc, il y a toujours cette détestation des médiocres qui ne veulent pas qu'on aime les gens. Ils n'aiment pas, quand ils sont élus, ils n'aiment pas les gens, ils aiment le pouvoir qu'ils ont sur les gens. Donc le pouvoir de dire oui, de dire non. Là, ils ont le projet, à la place de l'endroit où je voulais faire cette université populaire, de faire un EHPAD. Bon, c'est tout à fait ce qu'il fallait dans un village qui est mort. D'accueillir des gens qui vont bientôt mourir en pensant que ça va dynamiser et revitaliser le paysage. En fait, ils aiment la culture quand c'est du Rivotril. Ils n'aiment que la culture de bourgeois, c'est-à-dire que ce maire de la communauté de communes est à l'origine d'un festival qui s'appelle le Septembre Musical, où il y a 5 rangs devant réservés à toute la bourgeoisie, à tous les hobereaux, à toute la vieille noblesse qui a échappé à la guillotine, et tous ces gens qui sont des Parisiens qui ont acheté des manoirs dans le coin, et ils sont là en train d'écouter Schubert, ils se pâment. S'il y a un peu de Debussy, ils ont eu leur petit moment révolutionnaire, donc ils sont très heureux, mais ce sont ces gens-là, quoi. Donc, évidemment, c'est plutôt sympathique de se faire maltraiter par des gens pareils. Alors, Michel Onfray, justement, effectivement, on peut dire que vous clivez, et Dieu sait si vous clivez. Je voudrais juste parler de quelque chose, parce que, justement, et vous le savez, mais ce serait bien que vous me disiez ce que vous en pensez. À un moment donné, vous avez été très critiqué parce que vous aviez pris position à propos... au moment du Covid, sur les vaccins, et vous aviez dit que vous étiez pour les vaccins. Et on vous en a beaucoup voulu, on vous l'a beaucoup reproché, et jusqu'ici encore, de temps en temps, qu'on fait des émissions, oui, des gens qui vous disent « Ah, Michel Onfray, pourquoi vous avez dit ça, etc. » Comme si on n'avait pas le droit, même. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce qu'après tout, c'était votre opinion à l'époque. Est-ce que c'est encore votre opinion sur cet épisode? J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. D'abord, merci de me poser la question, parce que ça va me permettre d'expliquer ce que je n'ai jamais eu l'occasion d'expliquer. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire là, c'est royal. Vous me posez une question, vous me laissez le temps de répondre, et je réponds avec le temps qui est nécessaire, et je peux argumenter. C'est-à-dire tenir un propos avec une phrase, puis 2 phrases, puis 3 phrases, puis avoir une thèse, puis avoir une deuxième thèse, puis une troisième thèse, puis une quatrième thèse, puis etc. etc. Et c'était dans une émission que nous avions faite, c'était dans votre émission à Sud Radio, et j'avais à un moment dit, de manière ironique, et que je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme métaphore. Simplement, cette métaphore a été... On a cru que j'avais considéré que les gens qui refusaient de se faire vacciner étaient des nazis. Évidemment, quand vous avez parlé pendant, je ne sais pas, peut-être 40 minutes, vous et moi, on en a parlé à l'époque, je ne sais plus combien de temps avait duré cette émission, et qu'il y a un moment donné où, de manière ironique, vous balancez cette phrase-là, et que cette phrase-là, elle est sortie du contexte, et qu'elle fait le tour du monde, avec des gens qui ont bien choisi de couper ce qu'il y avait avant, de couper ce qu'il y avait après en disant « ils nous traitent de nazis », je comprends très bien que des gens étaient mécontents, choqués, fâchés même contre moi. Et à l'époque, on démarrait Front Populaire, et je me souviens que l'un de mes associés dit « on a perdu un nombre considérable d'abonnés parce que tu as dit ». Je dis « non, mais j'ai dit un certain nombre de choses, je veux bien qu'on me reproche ce que j'ai dit ». Mais pas qu'on prenne juste ce morceau, parce que j'avais expliqué que le fils de l'enfant, je dirais, de l'école républicaine que j'avais été, avait appris ce qu'étaient les vaccins, ce qui distinguait le vaccin du sérum, et que je ne pouvais pas être contre les vaccins d'un seul coup, parce que la population aurait voté en disant « nous avons voté contre Pasteur, Pasteur avait tort, point à la ligne ». Et puis je dis après... je demandais à des gens, disant, vous connaissez la différence entre un sérum, un vaccin, etc., qu'on en parle un peu, qu'on fasse un peu de science, je suis pas contre, quoi. Et là, les gens disaient, vous êtes méprisant, etc. Je dis, non, vous êtes en train de me faire des théories sur l'ADN, et par exemple, l'ADN, ça veut dire quoi?
Oui, mais enfin, je dis non, c'est quoi l'acide Posons désoxyribonucléique? des questions et discutons. Mais oui, et puis moi je suis d'accord pour entendre tous ces gens qui nous disent que, alors ADN, je ne sais pas ce que c'est. Ah bon, bah, c'est l'acide Non, mais là, c'était désoxyribonucléique. l'ARN en question. Oui, mais l'ARN, c'est l'acide messager. ribonucléique, Oui. etc. C'est-à-dire, on peut après poser des questions en disant c'est quoi la distinction entre sérum et puis vaccin, la distinction entre ADN et ARN, c'est quoi, etc., etc. Et là, les gens disaient oui, vous êtes en train de nous mépriser avec votre savoir. Je dis non, écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais simplement comme vous avez des prétentions scientifiques, j'ai quelques connaissances scientifiques, je voudrais juste qu'on puisse discuter. Et là, j'ai tout de suite vu que c'était un article de foi et que ça allait au-delà de la raison, de la rationalité. Si vous commencez à expliquer à monsieur Petit-Fils, qui a fait une partie de sa carrière sur le suaire de Turin, pour nous expliquer que le suaire de Turin a été analysé et que le carbone 14 a montré que c'était un tissu du Moyen-Âge, il va vous expliquer que c'est bien la preuve que ça a enveloppé le corps du Christ. Et là, vous dites, mais monsieur, on va avoir du mal à s'entendre. Si effectivement, c'est le corps du Christ qui a été enveloppé dans un tissu du Moyen-Âge, vous allez m'expliquer comment il peut être contemporain du 1er siècle de notre ère. Et là, ça va être problématique. Alors après, la tunique d'Argenteuil, c'est exactement la même chose. On a fait une analyse du sang, c'est du groupe AB, et etc. Donc là, à un moment donné, vous avez des gens qui ont besoin de croire. Donc la raison ne marche plus. C'est plus la peine. Et il y a des gens qui ont besoin, ils n'ont pas tort, de croire qu'on leur ment beaucoup. Et certains se sont dit, oh, mais... Ce qui arrive aussi. Mais bien sûr que ça arrive. Simplement, les gens disent, en gros, on nous ment sur les médias, genre TF1, France 2, etc. Donc, je vais sur le net. Mais on ment aussi sur le net. Et c'est pas une garantie d'aller chercher des sites alternatifs, de dire que c'est la garantie de la vérité. J'ai suivi et soutenu le professeur Raoult. Il m'a téléphoné, on a eu une discussion épistémologique extrêmement intéressante, philosophie de la science, sur le statut de la vérité dans la science. Cité Hegel, il a cité Feyerabend, il est l'un des rares à connaître Feyerabend. Il a écrit un livre qui s'appelait Contre la méthode. Quand j'en avais parlé après ça sur les plateaux télé, tout le monde parlait de Feyerabend. Formidable. Et je m'étais dit, ce type, il dit quelque chose, il y a un background derrière lui épistémologique et philosophique, donc s'il dit des choses, je le crois. Il est épidémiologue, on a parlé de lui pour le prix Nobel, il nous dit que l'hydroxychloroquine, ça soigne, là, je le crois. Et puis je le défends. Et puis après que les laboratoires soient en guerre contre lui, etc., je suis d'accord. Je me dis, mais ça peut très bien marcher. Il y a beaucoup d'argent dans les laboratoires. Pfizer, par exemple, à une époque, a été, dans les années 50, utiliser des matériaux, des substances qui permettaient la conservation des cadavres au moment des processus de momification pour faire des conservateurs alimentaires. Donc Pfizer, c'est pas... Il a été condamné à des dizaines de milliards de dollars. Mais bien sûr. Avant même bien sûr. Donc je dis, est-ce qu'on peut disserter sur tout ça? Impossible. Et après, c'est devenu assez rapidement l'insulte, y compris des gens dans la rue qui me disaient « Je vous aimais, désormais je vous déteste, vous avez dit ceci, vous avez dit qu'on était des nazis. » Je dis « Écoutez, madame, est-ce que vous pensez que je peux dire une chose pareille quoi ? Discutons si vous voulez, mais j'ai jamais pensé que vous étiez... » qu'il n'y avait plus possibilité de discuter. Non, voilà. Vous aviez mis en cause le dogme. Et vous disiez, est-ce qu'on pourrait parler du dogme pour savoir si vraiment... voilà, c'est comme avec Petit-Fils, quand je lui dis non, vous pouvez croire en Dieu si vous voulez, mais ce suaire n'a pas enveloppé le corps du Christ. Et là, vous êtes un imposteur, vous dites n'importe quoi. Alors là, pour le coup, j'étais payé par les laboratoires, etc., etc. Et après, quand j'ai dit, bon, on arrête le délire sur le Covid, parce que là, aujourd'hui, on veut que les enfants soient vaccinés, on nous dit que les enfants ne le chopent pas, qu'éventuellement, s'ils le chopent, ils ne transmettent pas, et que s'ils le chopent, je ne sais plus quelle était la formule à l'époque, mais vous l'aviez, mais vous ne manifestiez pas la maladie, etc. J'ai dit maintenant, on arrête de vacciner tout le monde, y compris les enfants. Donc j'ai dit ça aussi, mais ça n'a pas été retenu. Ah oui. Donc, et quand vous disiez, c'est vrai qu'il fallait arrêter la vaccination des enfants, oui, en tout cas, tout le monde est d'accord. Oui. Mais ça, on ne le... Oui, mais ça, on ne met pas mon crédit. Ouais, jamais. Or, j'ai écrit un texte. Pour le coup, c'est même un texte que j'ai écrit, c'est facile à retrouver, où je dis stop, maintenant on arrête. Là, je pense que j'ai défendu un certain temps le vaccin. Maintenant, je pense que vous exagérez. Il y a quelque chose qui n'est pas clair chez des gens qui nous disent les enfants ne sont pas contaminés, s'ils sont contaminés, ils ne sont pas contaminables, et s'ils sont contaminés, ils n'ont pas de symptômes. Enfin, la polémique aujourd'hui, elle est close. Enfin, pas du tout. Non, elle est pas close. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, vous avez beau écrire 150 livres, on vous accable pour une phrase dite dans une émission. Et par exemple, les gens disent « Oui, vous avez soutenu Mélenchon. » Et puis après, vous avez soutenu Besancenot. Et maintenant, vous êtes chez Bolloré. Je dis « Bon, on va expliquer un peu les choses. Commençons par Mélenchon. Ruquier m'invitait. À l'époque, j'étais invité sur le service public. Et à la fin, mais vraiment à la fin de cette émission, on enregistrait 4 heures. Pour une émission qui durait 1h30, tout était coupé, taillé, etc. Et il me dit, vous allez voter pour qui la prochaine fois? Je dis, j'en sais rien, je sais pas, moi, c'est pas encore, je sais plus quelle était l'échéance, mais Mélenchon n'avait jamais été candidat.
pour replacer la chose, n'avait jamais été candidat au présidentiel. Et on me dit, Mélenchon, il paraît qu'il irait peut-être, et vous pourriez voter Mélenchon. Je dis oui. À l'époque, c'était peut-être le parti de gauche. Enfin, il venait de quitter le Parti socialiste qu'il ne trouvait pas assez à gauche pour créer, je crois, le parti de gauche. Et je dis oui, je pourrais effectivement voter Mélenchon parce que c'est ma gauche, une gauche antilibérale, ça l'était, c'est toujours ma gauche. Et là, on a dit, paf, ça y est, c'est réglé. C'est comme avec le petit moment ironique sur les vaccins. Il vote Mélenchon. J'ai jamais voté Mélenchon. J'ai même très précisément dit, quand il est devenu candidat, après qu'il ait dit que Cuba n'était pas une dictature, que je ne voterai pas pour lui. Ce que vous voulez dire, en fait, Michel Onfray, c'est qu'on prend, faites une déclaration, mettons, on vous découpe une partie de la déclaration, et attendez, l'intérêt, c'est qu'on vous fige là-dedans. Oui. C'est fini, votre procès est fait. Vous avez soutenu Mélenchon. J'ai dit, écoutez, montrez-moi quand ou comment, en dehors de ce propos que j'ai tenu, qui a duré chronomètre en main 15 secondes. Besancenot, il fait l'éloge de Louise Michel, qui est l'une de mes héroïnes. Moi, j'aime la pensée anarchiste française. La Commune de Paris. La Commune de Paris, etc. Et puis la défense des Kanaks, de la culture kanak, etc. Et donc, il fait une pleine page dans le Libération, que je lisais à l'époque. Et il nous dit, bon, le vieux parti trotskiste, la 4e internationale, de la LCR, Ligue communiste révolutionnaire, tout ça c'est fini. On enlève la fossile, on enlève le marteau, on enlève la LCR, la Ligue n'est plus Ligue, le communisme n'est plus communisme, et le révolutionnaire n'est plus révolutionnaire. On fait un grand mouvement de gauche antilibéral, dans lesquels les libertaires auront leur mot à dire. Moi j'ai dit formidable. Ça m'intéresse. Louise Michel, grand mouvement de gauche antilibéral, on y va, ça me plaît assez. Et je le dis. Et puis après, on découvre quoi ? Que c'était de la com. Et que, bien sûr, il n'y a plus de fossiles et de marteau, il y a un mégaphone à la place. Et que si l'horizon indépassable du nouveau parti anticapitaliste, c'est le mégaphone, ça veut dire que, bon, ils ont juste envie de parler. Ils sont restés dans les vieux schémas. Et puis, ils sont restés dans les vieux schémas trotskistes. Et j'ai dit, non, j'ai failli marcher, mais j'ai pas marché. Et plein d'amis avec moi, d'ailleurs, qui m'avaient dit, ah ouais, ça change, c'est bien que la LCR se modifie, le PS s'est modifié, le PC s'est modifié. Le Rassemblement, le Front National étant devenu Rassemblement National, ça s'est modifié aussi. Et puis, je rappelle que les écologistes de René Dumont, dans les années 70, ne sont plus les écologistes d'aujourd'hui, donc ils ont le droit de changer. Bon, et là, on dit, il a voté, il a soutenu Besancenot. Et là, je dis, mais est-ce qu'on a le droit de remettre en perspective en disant que oui, on a pu le dire dans une émission de télévision? Simplement, je demande, parce que c'est ça qui pour moi fait vraiment la valeur des choses, c'est qu'on l'a écrit. Ai-je jamais écrit un texte pour défendre Jean-Luc Mélenchon? Réponse non. Ai-je jamais écrit un texte pour défendre Besancenot? Et je n'ai pas fait non plus. Enfin, je ne crois pas. J'ai peut-être dit sur 3 lignes, mais enfin, dans ce que je viens de dire. Mais pour clore le débat, on pourrait en parler, mais c'est clair. Pour clore le débat, moi, ce qui me frappe, ça va encore plus loin, quelquefois, Michel Onfray, c'est que, par exemple, si j'aime le steak tartare et que Marine Le Pen aime le steak tartare, on dira « Ha ha !» Vous êtes le péniste puisque vous aimez le steak tartare. Donc ça arrive à ce stade de débilité. Et pour moi, le plus grave, c'est quand même qu'aujourd'hui, cette pensée binaire, franchement, alors on peut chacun, heureusement, vous exprimer et vous écrivez, et c'est très bien que vous le fassiez. Je m'exprime aussi, on est un certain nombre à s'exprimer. Heureusement, enfin, en tout cas, pour ceux qui apprécient. Ceux qui n'apprécient pas, mais ils n'ont qu'à tourner le bouton. Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus... Où est la discussion? Je veux dire, on ne peut plus discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sans qu'à un moment donné, il vous traite de ceci ou cela. Oui, ce côté binaire, quoi. Eh ben ça, je crois que c'est Mélenchon, beaucoup. C'est-à-dire que lui, il a dit, en plus de ça, il n'a pas caché, qu'il fallait désormais conflictualiser. C'est quoi conflictualiser? C'est pas débattre. C'est insulter, c'est mépriser, c'est attaquer, c'est traiter de nazis, de fascistes. Et puis après, ils ont des gens avec eux. Il y a de la magistrature, l'ARCOM, etc. Enfin, plein de gens qui disent, mais on est avec vous. Et donc, vous vous retrouvez au tribunal pour avoir dit quelque chose un jour, là encore, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure. Vous faites une démonstration de 10 minutes. Dans une démonstration de 10 minutes, il y a une phrase, on sort la phrase et on dit, voilà, vous êtes islamophobe, pof, vous allez tout de suite au tribunal et ça va vous coûter, je sais pas, 15 000 € d'amende. Donc évidemment, vous allez vous dire, oh là là, la prochaine fois, je fais attention, je vais pas dire ça, je vais plus le dire, je parle plus de ceci ou je parle plus de cela, etc. La conflictualisation que veut Mélenchon, c'est ça. C'est-à-dire la criminalisation de la pensée. Je rappelle quand même que vous et moi, nous avons connu un Bernard Pivot qui était capable, dans son émission, d'inviter comment s'appelait ce fasciste qui était l'ami de... C'était pas Rebatté, c'était... j'ai un trou d'un seul coup. Rebatté, oui, enfin, quelqu'un... Non, il aurait pu être invité. Je crois que vous parlez d'une émission extrêmement célèbre de Michel Pollack,
Non. Non, c'est pas celle-là où il y avait eu Gainsbourg et les gens de Harakiri et les gens de Minute. Oui, il y avait ça, bien sûr. Vous vous rappelez, Oui, ils étaient dans le même endroit, ils se sont affrontés violemment d'ailleurs. Mais c'était passionnant. Je pense que c'était le gendre de Barzilai. Enfin, je ne sais plus. Non, je dis un peu n'importe quoi. Ouais. Enfin, toujours est-il qu'il y avait un fasciste notoire qui était en présence, mais qui l'avait été, lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et BHL. Et qu'ils étaient sur le même plateau et qu'ils pouvaient se parler, qu'ils pouvaient échanger. Donc on voit qu'à l'époque, c'était possible. Il avait aussi invité d'autres personnes qui étaient vraiment dans des antithèses les uns les autres, mais on acceptait le principe du débat. Le débat n'est plus possible aujourd'hui. Et alors justement... c'était Maurice Bardèche. Maurice Bardèche, le nom, c'était chez Pivot. C'était Maurice Bardèche et Bernard-Henri Lévy chez Bernard Pivot, avec une discussion qui a été vive, mais du moins, BHL ne s'interdisait pas la discussion avec Bardèche, et Bardèche avec BHL. Mais justement, est-ce que ça n'amène pas, et je voudrais peut-être aborder en fin d'émission, si on pourrait faire des heures, mais on le refera, la liberté d'expression. On en parle beaucoup, c'est liberté, égalité, fraternité, sur les frontons de toutes nos institutions, mairies et autres. Mais on a l'impression que la liberté d'expression, vraiment, même quand je dis pas que c'était mieux avant, c'est pas le problème, mais quand je pense à justement cette époque Pivot, Pollack ou autre, on a et Harakiri, et Coluche, etc., et des proches, on a l'impression que c'est givaroisé, ça s'est réduit comme peau de chagrin. Oui, c'est très incestueux aujourd'hui. Quand vous regardez sur le service public qui invite qui pour parler de quoi, là vous avez 100% des gens qui pensent exactement la même chose. Quand Poutine... contradiction. Ah non, quand Poutine a envahi l'Ukraine, immédiatement, Sputnik et RT, Russian Today, ont été supprimés. Et personne n'a trouvé à redire. Personne. Alors que moi, sur ma propre télévision, si je veux regarder Al Jazeera, version française, j'ai Al Jazeera. Et personne n'estime que c'est inadmissible qu'on défende les thèses, les thèses islamistes, disons-le comme ça, et mettons ça entre guillemets. Donc, moi, je pense qu'on devait laisser ces deux chaînes exister, enfin cette télévision et cette radio. Évidemment, quand on a des choses à reprocher à Cyril Hanouna, on l'envoie au tribunal, et puis le tribunal juge. Mais entre punir Cyril Hanouna, punir l'émission et punir la chaîne, on se dit, mais il s'est passé quoi ? On se dit, mais on punit un individu, c'est une punition collective. Il y avait 2 filles, je crois, 2 jeunes femmes, qui faisaient une émission sur les animaux. Eh bien, elles se sont retrouvées à la porte. Elle dit, vous allez payer, elles sont coupables de quoi, responsables de quoi, ces 2 dames? Elles avaient l'air de faire une émission formidable avec les animaux, et bien d'un seul coup, plus de chaînes, plus de télévision, et il y avait plein d'autres émissions, évidemment, et on a détruit la totalité d'une chaîne juste pour punir un individu, qu'on aurait pu punir autrement. Et puis, il y avait la possibilité de dire, eh bien, vous ferez des émissions enregistrées, et puis il n'y aura pas de direct, voilà. Et les émissions sont contrôlées, et vous aurez éventuellement quelqu'un qui sera en régie et qui va couper et tailler. Les dernières émissions de Zemmour, elles étaient faites dans un léger différé, je crois 10 minutes. Oui, absolument. Et donc, pendant 10 minutes, vous avez le temps de monter, couper, tailler, enlever, etc. Et puis après, paf, c'est diffusé à l'antenne et l'affaire est réglée. Et il y avait des possibilités pour dire, on respecte le droit, la loi, sans pour autant dire on censure. On fait sauter un journal, on fait sauter une radio, on fait sauter une télévision, on met des gens au chômage, avec dans la population française des gens qui disent c'est inadmissible, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut rien faire, on va pas descendre dans la rue pour manifester. Michel Onfray, heureusement, restent les livres. Oui, mais qui lit et qui comprend, etc. Moi, je connais assez d'éditeurs pour voir que même les éditeurs font ce travail-là aujourd'hui. Il y a des éditeurs très wokistes. On me dit, on a relu ton texte, on a fait relire par des avocats. Je dis, bon, d'accord. Vous avez eu ce problème? Mais c'est pas que je l'ai eu, c'est que je l'ai tout le temps. Tout le temps? Mais tout le temps. C'est relu par des avocats. On vous dit, ah là, ça va trop loin. Un jour, j'ai vu mon manuscrit arriver, il y avait des post-it, j'ai dit, mais c'est une plaisanterie. Vous allez me faire des réflexions sur la totalité des trucs? Oui. Oui, puis, carrément des éditeurs qui vous disent, oui, là, ça va trop loin. C'était relu par l'avocat, et l'avocat dit, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Et là, on propose le changement de ceci, et là, j'ai dit non. Je dis, écoutez, je vous signe un papier en disant que je paierai les frais, et qu'on ira au tribunal, et que je vous en libère, que la maison d'édition ne paiera pas les procès s'il y a un procès, mais moi, je veux aller au procès. Je fais du dire de Mélenchon qu'il était caractériel, par exemple. Et on me dit non, on peut pas dire qu'il est caractériel. Oui, mais non, c'est une insulte. Si on va au tribunal, on va perdre. Je dis on perdra. Et puis je paierai les procès. Mais non, il y a aujourd'hui des rewriters, comme on dit. Et puis après, il m'est arrivé d'avoir un éditeur qui me dit je suis un peu embêté dans la première page. Vous voyez, et puis il y a 3 coups de marqueur. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai écrit, quoi? Des gros mots, probablement, des grossièretés. Et puis c'était des mots un peu philosophiques. Et là, c'était même pas des non, c'était même des non, c'était des mots trop compliqués.
D'accord. Et là, je dis, Pas attendez, mal, je suis un oui. sous-philosophe pour pas mal de gens, et là, d'un seul coup, j'utilise 3 mots de philo, et encore, c'était pas, j'utilisais pas du vocabulaire hyper technique. Et vous me demandez de supprimer, de trouver des synonymes, enfin, voilà. Non, donc je pense qu'on fabrique des livres aujourd'hui un peu bas de gamme, et qu'il y a moins de gens qui savent lire, et qui sont capables de lire des livres épais, parce qu'on fait des petits livres, des choses un peu rapides, et que la lecture se perd, que le livre se perd, que les succès de librairie d'aujourd'hui n'étaient pas les succès de librairie d'il y a 30 ans, et Oui, qu'on perd un lectorat qu'on avait jadis. Il y avait les notaires, les bourgeois, les dentistes, les médecins, les architectes ou les avocats qui lisaient et qui faisaient un fond de sauce, je et dirais. qui ne lisent plus maintenant. Non. Ils regardent Et des les jeunes? séries, ils regardent des... Bon, alors les jeunes, ils lisent des mangas. J'ai découvert il y a quelque temps qu'il y avait des albums à colorier pour adultes. Ah, c'est Je intéressant. n'invente ça. pas, hein, des albums j'ai à pas vu colorier. ça. Ah Des ouais, albums à des colorier albums à pour colorier pour adultes. adultes, ouais. Et puis qu'il y a On des avance, on avance. romances, comme on dit aujourd'hui, des romances qui est un style littéraire, je mets littéraire entre guillemets, Ouais. mais qui plaît beaucoup aux jeunes parce que c'est vite lu, c'est vraiment un sujet-verbe complément, des verbes faibles, être, dire, avoir, faire, etc. Et puis des histoires. Alors c'est assez drôle parce que là, pour le coup, il faut faire attention. Si on regarde une fille un peu de travers, on va tout de suite au tribunal. Mais alors là, il y a des scènes de viol, il y a des scènes de sexualité très brutales, et ça fait partie du jeu, du principe. Et donc, comme vous avez des murs entiers consacrés à des mangas dans des librairies, vous avez des murs entiers consacrés à la romance. On est incapable de donner des noms d'auteurs qui publient Ouais, ce genre de trucs, ouais, mais ça. ça se publie par centaines de milliers d'exemplaires. Et vous savez qu'il y a aussi alors quelques classiques qui sont coupés parce que ça va trop loin. Voilà, Là. voilà. Aussi, on coupe. Eh oui. Je veux dire, C'est vrai que c'est trop long, quoi. dans Le Point l'autre jour, il y avait une liste de 20 romans qu'il fallait lire et qui avaient été choisis par des enseignants. Ils nous donnaient les enseignants, etc., etc. Et il y avait que des chefs-d'œuvre. Et parmi ces chefs-d'œuvre, Les Misérables. Eh bien, le prof qui vendait son article disait que, bon, il y avait des passages un peu longs, mais qu'on pouvait les sauter. Le prof qui vendait, oui. Le là. prof qui C'est vendait un ça, artiste, en disant, bon, c'est un peu long. Oui, ça fait 1000 pages en Pléiade. Oui, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui rentre dans un égout, on a parfois 40 pages de Pléiade sur les égouts au 19e siècle. Et puis voilà. Puis à un moment donné, on sort du tunnel qui est cet égout. et puis on retrouve le personnage qui rentre dans les égouts. Oui, mais c'est Victor Hugo. Et c'est comme ça dans les Travailleurs de la mer, c'est comme ça dans Notre-Dame de Paris. Enfin, tout Hugo, c'est un peu du copier-coller de Wikipédia de l'époque. Prenez une page de pub et mettez-la au milieu. Mais des profs qui vous disent lisez Les Misérables, mais si ça vous paraît trop long, n'hésitez pas à sauter des pages. Bon, voilà, Oui, on c'est y un est là, conseil. vraiment. Avec tout ça, Michel Onfray, il est permis d'être encore un peu optimiste. Oui, moi je le pense. Je pense que l'optimisme ne doit pas être collectif. On ne doit pas dire je crois en un grand homme ou une grande femme qui nous apporterait une solution clé en main en disant il y a qu'à, il faudrait, nous devrions, ça c'est fini. Donc pas ce genre d'optimisme-là, mais un optimisme qui consiste à dire si le monde s'effondre, qu'au moins ça ne s'effondre pas à cause de nous, que ça ne passe pas par nous. Vous êtes d'accord quand même avec Camus, enfin, que vous connaissez bien et sur lequel vous avez écrit. Veillons à ce qu'il ne se défasse. Il ne s'agit pas de refaire le monde, mais veillons à ce qu'il ne se défasse pas. Oui, oui, mais il a raison. Alors, il a raison, et il y a des limites à ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même défaire des choses quand ça ne va pas. Et donc, on peut défaire des choses, mais pas tout défaire en disant de toute façon, tout ce qui est passé doit être détruit parce que c'est du passé. Et c'est pas faire de l'histoire que de dire amenez-moi l'histoire passée, pour le coup c'est un pléonasme, et puis je vais lui couper la tête. Non, il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire faire le contraire de ce que fait Monsieur Boucheron, c'est-à-dire pas arriver avec un idéologue, une idéologie en tête en disant il y a des gentils noirs et des méchants blancs. Et du passé, faisons table rase. Eh ben c'est ça. Mais pour le coup, c'est effectivement la mise en action extrêmement violente de cette phrase terrible du passé faisons table rase. Non, du passé ne faisons pas table rase. Eh bien, on ne le fera pas. Merci Michel Onfray. Merci André.